Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'On en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. De Meiguin. Et de Lisa Dufaux. Et cette semaine, nous allons parler un petit peu de l'actualité taïwanaise et entre autres, nous allons parler de mon côté en tout cas du baseball et un petit peu de l'effervescence autour de la victoire taïwanaise historique. C'est le sport du moment, comment rater ce sujet en fait. Voilà. Et de ta part, Lisa Je vais parler des réseaux sociaux à Taïwan. D'accord. Et moi je vais parler de la situation du sida à Taïwan. D'accord. Il y a une raison, mais Ok. j'en parlerai après. Alors on commence par quoi ? On commence par quoi ? Je pensais peut-être qu'on pourrait commencer par les réseaux sociaux. Allez, ça marche. Voilà, je voulais vous parler de la pratique des réseaux sociaux à Taïwan, puisque le Centre d'information des réseaux de Taïwan a publié hier un rapport sur l'utilisation des différentes plateformes, avec des chiffres assez intéressants qui montrent les tendances actuelles en matière de réseaux sociaux. Le rapport montre notamment que la part de marché de Facebook a chuté de plus de 10% depuis 2022, et c'est sans doute le chiffre le plus spectaculaire qui figure dans les statistiques qui ont été fournies par le centre. Alors, la part de marché de Facebook, c'est-à-dire le pourcentage d'internautes à se servir de Facebook à Taïwan, est passé de 61,22% à 50,29%. Donc, c'est une baisse très importante avec des utilisateurs qui ont apparemment migré vers Instagram, X et TikTok. Instagram... Je crois que c'est déjà le cas en fait, dans de nombreux pays qui préfèrent ne plus utiliser Facebook. Et à Taïwan, c'est encore très peu marqué par rapport aux autres pays même. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est plutôt mauvais signe pour Facebook. Oui. Et à Taïwan, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent encore Facebook. Les gens donc ont encore une raison d'y aller parce qu'il y a beaucoup de communications d'entreprises qui sont faites, de petits commerces notamment. Au niveau du gouvernement sur aussi. Facebook et au niveau du gouvernement. Donc sans Facebook, c'est un petit peu difficile d'être informé des choses dont on a des intérêts. Ailleurs, les entreprises n'ont pas encore toutes migré vers d'autres solutions. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... à Taïwan, ils sont encore un peu liés à ça. Et il n'y a pas seulement les entreprises, parce que en fait, certaines personnes s'en servent tous les jours, d'autres s'y rendent peut-être une seule fois par mois, ou il y a beaucoup d'utilisateurs dormants aussi qui ne postent presque jamais, ou s'y rendent peu. Et il y a aussi le but de l'utilisation. C'est vrai, comme tu disais, il y a pas mal d'entreprises qui s'en servent. Et il y a pour aussi... la communication en fait. Voilà. Et en tout cas, à notre génération, j'ai l'impression que beaucoup de gens s'en servent surtout pour connaître les activités liées à la vie sociale qu'il y a... Donc, par exemple, à Taipei, voilà, il y a telle soirée, tel événement, telle conférence. On sait que ça va forcément être posté sur Facebook. Donc, si on veut chercher un événement, on sait qu'on tape le nom de l'organisateur et en principe, on peut trouver sur Facebook. Et j'ai l'impression qu'à Taïwan, c'est encore beaucoup utilisé comme ça. Je ne sais pas trop si c'est le cas en France ou pas. En France, ça a vraiment beaucoup perdu même les entreprises, etc., ont beaucoup migré vers Instagram notamment, et aussi d'autres réseaux sociaux. Les gens se cherchent encore un peu, c'est un peu moins décis et les gens utilisent souvent beaucoup de plateformes. La façon d'utiliser les médias a aussi un peu changé. Beaucoup de gens vont utiliser plus du format vidéo, Ouais, j'ai l'impression YouTube, que c'est ça en fait. réel, TikTok bien sûr. Et ça va être un petit peu... c'est beaucoup plus marqué qu'à Taïwan où on a encore le format un petit peu standard avec photos et articles. Quoi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les Taïwanais maintenant n'utilisent plus trop Facebook comme on l'utilisait je sais pas, il y a 10 ans en postant des photos de ce qu'on a fait le week-end. Ça se fait plus trop ça quand même. Il y a encore des gens qui le font, mais... c'est quand même plus rare. C'est plus sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram. Surtout en fait, j'ai l'impression. Voilà. Et ce que j'allais dire, c'est justement avec les réels, c'est plus facile de faire une vidéo et de dire bonjour, aujourd'hui j'ai fait ça. Et puis voilà, hop, on envoie la vidéo. Ça prend 5 minutes directement, comme si on parlait à quelqu'un. Ouais. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Alors Instagram et TikTok représentent quant à eux une part de marché de 28,89% et de 2,87% respectivement. Et j'ai trouvé ça un petit peu surprenant parce que je pensais que TikTok aurait beaucoup plus d'utilisateurs à Taïwan, en particulier chez les jeunes, mais au final, c'est même pas 3%. Mais ça, c'est aussi une question politique, en fait, parce que le gouvernement décourage tout le monde à utiliser TikTok pour raison de... Oui, mais bon, est-ce que les jeunes écoutent le gouvernement la Chine mais du coup, soit les gens ne déclarent pas, soit
d'après ce que j'ai vu chez des jeunes, ils sont beaucoup sur Instagram, plus que sur TikTok, en fait. Oui, c'est ça. Les chiffres le montrent. Et après, c'est une étude qui a été faite sur un échantillon de un peu plus de 3000 personnes. Donc, bon, c'est représentatif. Il y a quand même des règles pour le sondage. Mais bon, voilà, ça reste quand même que 3000 personnes. C'est pas non plus, pas non plus énorme. Sinon, le rapport montre aussi que les plateformes numériques, et notamment les moteurs de recherche, les plateformes d'information, les réseaux sociaux, YouTube, mais aussi les applications de messagerie instantanée, sont devenues la principale source d'information pour les Taïwanais, avec 49,25% qui s'informent en priorité via ces canaux, contre seulement 42,55% qui s'informent avant tout via les médias traditionnels. Et donc là aussi, c'est une évolution importante parce que c'est la première fois que les médias traditionnels sont dépassés en termes de part de consultation. Et bon, il faut quand même préciser que ce sont des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes parce que les médias traditionnels se sont aussi adaptés, sont aussi présents, très présents même sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et donc, dans YouTube, il y a aussi des médias traditionnels et c'est pas compté. Et pour ce qui est de la messagerie instantanée, Line reste l'application dominante avec 99,19%. Qu'est-ce que tu proposes, Valentin ? 92%. Eh ben, vous êtes tous les deux très proches. C'est plus de 90% de part de marché, un peu plus de 90%. Et Messenger dépasse à peine les 4%, 4,06%. Et c'est la deuxième application de messagerie instantanée utilisée par les Taïwanais. Et on remarque que WhatsApp n'est même pas mentionné. Donc voilà. C'est vrai que par rapport aux pays européens, par exemple, WhatsApp est très peu utilisé à Taïwan. Oui. Je sais pas à Taïwan, mais je me souviens que ça avait été ouvert beaucoup plus tard à Hong Kong notamment, de mon côté. Même si à Hong Kong on l'a utilisé, je sais que ça n'a jamais pris vraiment à Taïwan. Et je crois qu'il y avait une histoire de réglementation où pour l'ouverture de WhatsApp, ça avait été très difficile. Les personnes qui utilisent WhatsApp sont généralement les étrangers. Ou pour communiquer avec les étrangers, en fait. Ça. Les entreprises qui doivent, avec les clients, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai vu ces dernières années vraiment une évolution. Avant, quand je rencontrais des gens, ils me demandaient toujours mon Line. Et maintenant, on me demande de plus en plus Messenger, enfin, soit Instagram, soit Messenger. Et après, je sais pas si c'est parce que je suis une étrangère et que peut-être ils ont cet a priori que j'ai pas Line. Mais en tout cas, avant, on me demandait pas Messenger. Alors que maintenant, je vois que beaucoup de mes amis, même taïwanais, se parlent via Messenger. Et du coup, comme j'ai pas Facebook, je suis exclue de beaucoup de discussions. Et Line, elle sort de cadre uniquement de réseaux sociaux, en fait, parce qu'elle propose maintenant des commandes de taxi, des paiements bancaires. Du coup, c'est tout un ensemble qui est associé. Donc, l'utilisation est forcément plus importante que WhatsApp, par exemple. C'est ce qu'on appelle une super app, c'est l'équivalent de WeChat, du WeChat chinois au final. Où il y a des news, il y a tout. Il y a tout. Et justement, j'allais dire, en termes de consultation d'informations, c'est assez drôle parce que je vois que ma femme, elle, 99% des informations qu'elle regarde, c'est à travers Line Today. Je vais vous en parler de ça tout à l'heure, mais je voulais juste dire quelque chose par rapport à le côté professionnel. Ce que j'ai remarqué aussi à Taïwan et qui m'a vraiment surpris, c'est que Line est vraiment utilisé pour les échanges professionnels. Quand on rencontre quelqu'un pour le travail, on échange Line et puis de suite, il y a des messages qui sont assez informels par rapport aux emails qu'on s'envoie plutôt en Europe. Donc tout de suite, il y a des emojis, des trucs mignons, ça fait un peu bizarre au début quand on n'est pas habitué. Oui, c'est vrai que c'est une communication différente en fait par rapport aux mails traditionnels. Mais ce qui me gêne aussi, c'est justement cet outil est tellement omniprésent au sein du milieu professionnel que la direction en profite pour envoyer des ordres ou des messages en pleine nuit, en dehors des heures de travail. On a vu récemment une démission du ministère du Travail en raison de ça, en fait, parce que la chef envoie tout le temps des messages hors des heures de travail. Et on a même entendu des enregistrements comme quoi elle criait auprès de ses subordonnés qu'il fallait consulter Line pendant le week-end, qu'il fallait réagir pendant le week-end, en fait. Donc, c'est complètement... Il n'y a pas la limite, c'est difficile à maîtriser encore. Tout à fait. Le rapport indique aussi qu'il y a un déclin significatif de la confiance du grand public dans l'environnement numérique, avec environ 80% des utilisateurs des réseaux sociaux taïwanais
qui pense que ces plateformes sont inondées de fausses informations, de fausses nouvelles et de désinformations. Et par ailleurs, plus de 60% des utilisateurs d'applications de messagerie instantanée ont des inquiétudes similaires quant à la propagation de désinformation sur ces plateformes. Parce que, voilà, on a dit tout à l'heure, Line propose aussi des contenus, des news. Donc, c'est aussi un outil d'information pour ses utilisateurs et non pas seulement un moyen de communiquer entre eux. Et pour ce qui est des médias traditionnels, 58,81% des personnes qui ont répondu à l'enquête estiment aussi que ces médias traditionnels propagent des fausses informations. Donc, c'est un peu plus inquiétant. Et la directrice du centre, Yu Zhuofan, a alerté sur cette crise de la confiance numérique qui ne cesse de s'aggraver, d'autant plus que le taux d'utilisation d'Internet à Taïwan est très élevé et dépasse les 85%, donc c'est vraiment dans la part haute des pays dans le monde. Elle estime aussi que la hausse du nombre de fausses nouvelles et d'arnaques ont contribué à éroder la confiance du public dans l'environnement numérique et que ce phénomène, allié avec le fort taux de pénétration d'Internet, fait de Taïwan une cible privilégiée pour les cyberattaques. Donc voilà, il y a pas mal de quoi s'inquiéter. Sur Line, j'ai remarqué justement par rapport aux fausses informations, etc. J'ai vu que c'était beaucoup de contenu TikTok récupéré, et c'est même pas du TikTok, c'est même du contenu Douyin, c'est-à-dire du contenu du TikTok chinois. Je sais pas si vous avez déjà passé les vidéos comme ça qui passent sur Line Today, etc. Et c'est un peu impressionnant en fait qu'il n'y ait même pas de contenu créé pour cette plateforme-là, et que ce soit directement du contenu chinois qui inonde un petit peu l'application la plus utilisée à Taïwan. Ouais. Donc c'est un peu... Ça rejoint justement ce constat de Yu Zhuofan. Il y a aussi des problèmes de l'arnaque en fait. Il y a beaucoup de groupes... parce que Line, pour s'enregistrer, il faut mettre le coordonnées personnelles, que ce soit le mail ou le téléphone. Et du coup, on peut être pris directement dans un groupe créé pour l'arnaque. On te demande d'investir, de faire des placements en promettant combien de profits. Et finalement, on est obligé de quitter et dénoncer en fait les groupes. Ouais, et ça, c'est un défaut, par contre. Ça arrive régulièrement, oui. Ouais. Ça ou plein d'autres... Même sur Line, on reçoit souvent des messages, des sortes de spam. On arrive des gens qui nous ajoutent. C'est sur tous les réseaux. Ça arrive sur Facebook, sur. Je connais pas un réseau dans lequel ça arrive pas, quoi. Voilà. C'est par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux à Taïwan. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui a été beaucoup parlé aussi sur les réseaux sociaux. Avec un angle un peu différent, puisqu'on va parler un petit peu de la... Baseball. Voilà, de baseball, mais surtout on va parler de la popularité des athlètes, puisque il y a eu une grande victoire au niveau du baseball le week-end dernier à Tokyo, au Tokyo Dome, pardon. C'est pas Taipei, c'est Tokyo Dome, par l'équipe de baseball masculine senior au premier 12, qui est un grand tournoi qui est là. Il y a deux grands tournois en baseball. Le premier 12 est une nouvelle forme qui est apparue il y a une dizaine d'années. Et donc, première victoire taïwanaise historique. Et Taïwan a gagné contre le Japon, en fait. Voilà. Une question naïve pour les seniors, c'est vraiment pour des seniors ou... Senior, c'est adulte. Hein. D'accord. Ouais. C'est pas pour... Non, c'est pas pour... les plus de 65 ans. En sport, on dit vétéran. D'accord. Pour les gens qui sont âgés de... C'est pas 65, c'est 40 et plus, normalement. 35, ça dépend des sports après ou des compétitions sportives, mais on dit vétérans au-dessus de... En tout cas, là, c'est des hommes masculins, oui, des hommes matures, des hommes adultes, pardon. On va trouver. Voilà. Non, mais ça m'a étonné parce qu'en principe, pour les adultes, on précise pas que ce sont des adultes. Tout à fait, oui. Voilà. C'est parce que dans le baseball, il y a beaucoup de catégories. En ce moment, il y a des compétitions qui se déroulent avec les juniors, en fait. Ouais, il y a les moins de 12 qui sont en compétition aussi dans un championnat d'Asie. Mais en l'occurrence, donc, c'est des adultes. C'est l'équipe, c'est l'équipe officielle la plus où c'est le plus difficile d'obtenir un titre de champion du monde en théorie, hein, puisque ce sont vraiment dans leur prime de leur forme, et aussi avec tous les athlètes mondiaux les plus cotés. Et donc là, ils sont champions du monde ? Ils sont champions du monde. Donc vainqueurs du tournoi Première 12, sachant qu'il y a une petite spécificité à cette compétition, c'est que les athlètes de la MBL, la Major Baseball League, la ligue américaine, étaient absents de cette compétition.
Donc voilà, il y a aussi des compromis. En fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que aussi dans le public et dans les réactions publiques, il y a aussi une petite polémique de ce côté-là, où certaines personnes sur les réseaux sociaux, tant que vous n'aurez pas gagné la classique, qui est la vraie grande compétition mondiale, vous serez pas vraiment champion du monde. Voilà, il y a eu ce genre de réaction aussi, même au sein des réseaux taïwanais. Voilà, ils veulent maintenant le baseball classique, qui est vraiment la plus grande compétition. Donc ça, mis à part, il y a eu aussi d'autres problèmes en lien avec donc cette popularité. C'est que plusieurs sociétés ont essayé de faire de la récupération en squattant les photos officielles des athlètes à l'arrivée de l'aéroport, lors du défilé, lors de réunions, etc. Et notamment 2 sociétés qui sont très connues pour ça dans les aéroports, les 2 sociétés de duty free, Tasaseng et l'autre qui est Everich. Et donc, même des personnes très influentes dans ces sociétés-là ont couru, entre guillemets, à l'arrivée des athlètes lors de la photo officielle de l'arrivée, et ont tellement squatté la photo que les athlètes, on les voyait quasiment plus sur la photo, ils étaient juste sur les bords, et il y avait toute l'équipe commerciale au centre. Je pense que ça, c'était pas uniquement le problème de profiter des athlètes. Je pense que le problème sérieux là-dedans, c'est que c'est une zone sous contrôle encore, parce qu'ils n'étaient pas encore à l'extérieur de la douane, et qu'il y avait la vice-présidente de la République et des ministres. En plus. Donc, pour question de sécurité, ces gens-là n'auraient pas pu s'approcher, parce que du coup, sur la photo, les gens de l'entreprise étaient à côté de la vice-présidente. Donc, normalement, ces gens-là n'ont pas le droit, ne peuvent pas s'approcher aussi facilement des dirigeants de la République. En fait, imaginez que c'était dans une mauvaise intention. En fait, il y a tout un problème de sécurité nationale. En fait, c'est pas. Il y a eu ce problème-là. Oui. Mais moi, c'était pas trop mon orientation lors de mon sujet. Mais l'idée, c'est que il y a eu toute cette problématique-là. Ça fait encore plus de bruit à cause de ça. Mais à côté, par exemple, Everich était aussi dans ce cadre-là de problèmes de sécurité, mais c'était quelques jours plus tard, dans un autre contexte de ce que j'ai lu. C'était plus, moi, dans l'idée de cette exploitation commerciale gratuite, qui a pas été que là, parce que, par exemple, moi, je suis allé au défilé dans la rue principale, et il y avait je ne sais pas combien d'entreprises qui étaient là. Il y avait Taiwan Beer, il y avait... je sais plus, une société de télécom, tout plein de grandes. En plus, ce sont des grandes entreprises, ce sont pas des petites entreprises qui sont là pour faire dire venez acheter mes escalopes de poulet. Ça c'est pas illégal, parce qu'ils sont dans la rue, ils attendent le défilé qui passe, donc ils sont là avec leur marque. Ça c'est pas illégal, mais pour les duty free c'est illégal par contre. Ok, mais le truc, j'ai pas dit que c'était illégal d'ailleurs. Le truc c'est que dans ce contexte-là, en fait, c'est l'utilisation quand même gratuite d'une image et d'un événement. Ça a fait quand même polémique dans les réseaux sociaux, notamment dans le fait, peut-être justement, qu'il faudrait mettre un cadre légal à cette exploitation gratuite, parce qu'en plus, ils gênent tout le monde, ils poussent les gens, ils mettent des énormes trucs devant tout le monde, donc toute personne peut profiter du spectacle. J'ai vu des gens qui s'étaient un peu fâchés que genre Taiwan Beer arrivait avec des énormes trucs gonflables et plus personne voyait le cortège. D'accord. Donc voilà, c'est aussi un peu autour de ça. Et toujours, je parle de la ferveur. Et les plus fervents, au final, même ceux qui étaient au défilé presque plus présents que les spectateurs, c'était justement ces entreprises. Donc, toujours dans l'intérêt que ça suscite, c'est un peu dommage de voir que ce sont les entreprises qui en bénéficient d'abord. Voilà, c'était ça un petit peu aussi mon sujet. D'autre part, je voulais aussi parler du fait que, en fait... il y a eu une tentative où je sais pas si c'était vraiment voulu, mais en fait quand les athlètes sont arrivés, il y a eu 3 événements en un dans la même journée pour le défilé, 3 événements publics. Il y a eu le défilé avec l'arrivée, le départ du palais présidentiel et le retour, la petite boucle là à partir du boulevard Ketagalan, qui est celui qui est en face du palais présidentiel. Et il y a eu aussi donc après, le soir, ils sont allés sur la grande place de Banxia avec le marché de Noël dans le nouveau Taipei. Les pauvres. Ouais. En fait, il n'y a pas que ça, parce qu'ils ont commencé vers midi pour déjeuner avec le Premier ministre. Ensuite, ils sont partis défiler pour arriver au palais présidentiel, voir
le président de la République et la vice-présidente. Et après, ils sont partis dans le nouveau Taipei, c'est ça. Non, c'est pas fini, parce qu'après, ils sont allés au stade de baseball des Weichun Dragons. Ah bon? Oui, donc il y avait 3 événements publics. Et ce que je veux dire, c'est que, du point de vue, et c'est pour ça que j'en parle aussi ici, c'est que pour avoir vu des célébrations sportives, notamment une victoire de la Coupe du Monde de football, en général, on fait un grand événement toute une après-midi où les gens se rassemblent petit à petit et que la ferveur monte. En plus, c'est un mardi après-midi, ce qui aide pas en plus à ce que la ferveur monte et qu'il y ait un vrai rassemblement avec un sentiment national. Là, on a l'impression qu'ils ont essayé de casser ça en fait dans l'organisation. Peut-être pour pas avoir trop d'attroupements, je ne sais, peut-être aussi un peu pour ça, mais aussi parce que chacun veut un peu récupérer l'événement politiquement. Ça, c'est récupération politique. Voilà. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. C'est un peu dommage. C'est vrai que c'est très très différent par rapport à la France, cette façon de célébrer, puisque en plus, on connaît les Taïwanais, hein, ils arrivent sur la place. L'événement il est fini, tout le monde repart 10 minutes après. Mais en France, il y a aussi la récupération politique. Hein. Macron est le premier à aller courir pour serrer la main des athlètes. C'est pas du tout l'angle que je veux mettre ici. Je veux mettre le point sur la différence en fait dans le fait de célébrer, qu'il y a un grand rassemblement où tout le monde vient et on passe toute la soirée ensemble et tout le monde est content d'être français un petit peu lors de ces événements. C'est pas toujours très fréquent en France d'avoir des événements où tout le monde est fier d'être français, et c'est souvent dans des événements sportifs. Et là à Taïwan, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu cette partie-là en fait. D'accord. Voilà, c'était vraiment cette comparaison aussi dont je voulais parler. Comme tu dis, le mardi, c'est pas vraiment propice. Voilà, mais il y avait quand même un événement le soir, et le soir, il y aurait pu y avoir plus de monde qui arrive. Parce que le mardi, le président travaille. Oui, mais le soir, c'était à Banqiao, alors... qui a envie d'aller jusqu'à Banqiao, c'est loin. Le truc, c'est que ça dure qu'1 heure, donc en fait... Comme ça dure qu'1 heure, 1 heure et demie, la présence des athlètes, personne va vouloir venir, quoi. Je pense que là, je sais pas ce qui s'est passé, parce que pour les athlètes des Jeux Olympiques, par exemple, il y a eu aussi un événement à Banqiao, dans le Nouveau Taipei, en fait. Mais là, c'était parce que c'est des athlètes qui sont financés par le Nouveau Taipei. C'est notamment le cas de la boxeuse Lin Yuting. Et du coup, je me demande si c'était pas au départ prévu non plus pour l'équipe du baseball professionnel qui soit à Xinjiang, en fait, dans le Nouveau Taipei. Donc il y a des chances que ce soit... C'est logique, je ne sais pas si c'est dans le même esprit que ça s'est passé ou non, mais si toute la délégation taïwanaise était partie à Banqiao, du coup là c'est étrange aussi en fait. Je ne parle même pas du contenu de l'événement, de l'animation, etc. Il n'y a rien à dire en fait. Pourquoi qu'est-ce qu'il y avait C'était un jeu où il donnait des cadeaux dans le public, où il posait des questions sur est-ce que vous connaissez le prénom de celui qui a marqué le plus de points lors du championnat du monde. J'aurais pas eu de cadeau alors. Voilà. Non. Éliminé de le départ. Je vous avoue qu'il n'y a aucune des questions auxquelles je pouvais répondre non plus. Pourtant, j'ai un peu suivi l'événement, mais voilà, c'était. Et voilà, je trouve que c'était. C'est vraiment ce fait que c'est un peu. Je sais pas si vous connaissez les soufflets. C'est un peu le soufflet qu'on ne cuit pas assez et qui retombe tout de suite. Voilà. C'est comme ça que j'imagine un peu l'événement. Je pense que le commerce n'est pas... Enfin, je pense au commerce aussi parce que je ne sais pas si vous avez vu, l'équipe taïwanaise avait une sorte de t-shirt avec une capuche noire marquant Taïwan, noire, blanche. Et du coup, je me suis amusée à regarder ce t-shirt dont le dernier jour de vente, c'était le 26 novembre. Et ça se vendait à plus de 2100 dollars taïwanais le t-shirt pour le récupérer uniquement en avril prochain. Donc 2100, c'est quoi ? C'est plus de 60 euros en fait. Et pour le prix taïwanais. Hein, donc, c'est vrai. En jersey d'équipe, ça à peu près les tarifs. Ouais, en France, on a même. Surprise. Hein. J'ai déjà vu des t-shirts à 100, 150 mais euros. Là, c'est le prix en France. Donc déjà, le coût de la vie n'est pas pareil. C'est juste un t-shirt Taïwan. C'est pas le t-shirt officiel de l'équipe, quoi. Ah oui. Ou là où il y a les sponsors et tout ça, ce genre de t-shirt, ça... Oui, ce genre de maillot, effectivement, c'est cher. Oui. Effectivement. En tout cas. Voilà. En tout cas, ils ont pas à se plaindre. Ils ont gagné une victoire. Enfin, je suis sûre que les athlètes étaient contents quand même. 7 millions de dollars taïwanais par personne.
Et voilà. Je pense qu'ils peuvent passer une journée à New Taipei. Hein. Oui. Voilà. Et je voulais conclure peut-être sur une petite anecdote par rapport aux athlètes. J'ai remarqué, parce que je voulais voir aussi un petit peu l'étendue commerciale que ça pouvait représenter pour un athlète taïwanais. Oui. Et je me suis rendu compte que par exemple beaucoup d'athlètes taïwanais avaient beaucoup de problèmes à faire des collaborations commerciales parce qu'ils travaillaient notamment dans le public. Il y a eu une histoire comme ça il y a quelques années avec les athlètes olympiques qui avaient fait une collaboration notamment avec EasyCard, et en fait comme ils travaillaient pour Landbank qui est une entreprise publique, il y a eu des histoires Conflit d'intérêts, c'est ça? Voilà, c'est ça, conflit d'intérêts, parce que ce sont des personnes qui travaillent pour la fonction publique et qui ont été, donc il y a eu des sanctions par rapport à ça, et au final ça s'est soldé par le fait de donner tout l'argent à des associations caritatives. Mais pour les baseballeurs, c'est peut-être différent dans le sens où ce sont des professionnels en ouais, fait. Ça peut, voilà. Mais ça, je voulais aussi un peu voir un peu en termes de contrat. Je pensais vraiment que tous les athlètes, parce qu'on les voit partout au final dans beaucoup de choses commerciales, quelle était l'étendue commerciale, et j'ai vu qu'en fait il y avait quand même des freins pour beaucoup d'entre eux. Et voilà, je voulais juste en parler un petit peu et dire que c'était voilà, c'est pas forcément aussi facile qu'on peut. En tout cas, c'est le grand sujet du moment, ça c'est sûr. Voilà, tout à fait. Alors, le sujet du jour, le 1er décembre, c'est la journée internationale du sida. Alors pour cela, on a différents chiffres qui nous prouvent que, heureusement, les nouvelles infections mondiales par le VIH ont diminué de plus de 20% en fait entre 2010 et 2021. Donc c'est plus une tendance encourageante. Mais du côté de Taïwan, ce que je souhaitais parler, c'est que on a quand même eu en 2023 1033 nouvelles infections. Ce qui fait qu'au total, à Taïwan, il y a 45 000 personnes en tout porteurs de VIH. Mais avec deux éléments plus inquiétants, c'est-à-dire dans 90% des cas, les infections ont eu lieu en raison de rapports sexuels non protégés. Pour le reste, c'est bien seulement des problèmes d'injection de seringues en fait. Et la plupart des personnes contaminées sont âgées de 25 à 49 ans et suivies d'une population en croissance de 15 à 24 ans. Donc, les autorités rappellent aux jeunes justement qui se communiquent à travers les réseaux sociaux, qui font des connaissances à travers des réseaux sociaux, la nécessité d'avoir des rapports sexuels protégés. Et le cas récemment que les Taïwanais parlent, c'est parce qu'en 2024, entre janvier et octobre, il y a eu 930 infections, mais que sur le mois d'octobre, il y a plus de 100 cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une escorte qui travaille officiellement comme une hôtesse de bar à Taipei qui a été contaminée. Et du coup, elle a dû contaminer de nombreuses de ses clients. Et ce qui fait que les autorités sont en train d'encourager les gens à risque à recevoir des tests pendant qu'il est encore temps, dans différents hôpitaux qui proposent déjà ce genre de service gratuit en fait, avec ce qu'on appelle des médicaments, dépistage, voilà. Oui, c'est ça, le dépistage est vraiment facile, rapide, oui, et gratuit. Oui. Et puis même pour les gens qui sont à risque, il y a même la PrEP maintenant. Voilà, c'est ça en fait, la PrEP des médicaments qui essayent de prévenir en fait. Ouais, si on a des comportements à risque. Ouais, c'était surtout ça en fait. Du coup, c'est pour ça, tous ces sujets liés au sida sont dans l'actualité à Taïwan en ce moment. Oui, c'est dommage parce qu'il y a maintenant des progrès en matière de médicaments, de dépistage. Et en fait, il faut que les gens soient au courant. Il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation qui soient efficaces. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de moyens de se protéger maintenant. L'OMS souhaite éliminer cette maladie complètement d'ici 2030. Voilà les 3 sujets de On en parle à Taïwan de cette semaine présentés par Meguang, Lisa Dufaux et Valentin Floquet. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.